Le dialogue est-il la seule solution à la résolution de la crise sécuritaire à l'est du pays? Un dialogue est en gestation pour la résolution de la crise sécuritaire à l'est du pays à la médiation de la CENCO-ECC. Le week-end dernier, le président de la République avait réussi ou accordé une audience au prélat catholique, je cite le cardinal Fridolin Mbongo et consorts, pour parler sur cette question liée à la crise sécuritaire à l'est du pays qui a abouti à la résolution selon laquelle il faut convoquer un dialogue qui s'avère inclusif pour que la paix revienne à l'est du pays. Nombreuses questions sont posées. Ce dialogue sera réellement-il inclusif, et cette inclusivité concernera, j'arrive, et les protagonistes qui détériorent la situation sécuritaire à l'est, ou concerne tout simplement les acteurs politiques ici qui sont à Kinshasa ou qui font la lutte politique dans les régimes, comme on le dit. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue. Un seul sujet au menu de nos échanges ce soir. Quelle est la solution à la crise sécuritaire à l'est du pays? Comme vous le savez, ça fait plus de 3 décennies que l'est de notre pays est en proie à une grande insécurité. À cela s'ajoute l'agression rwandaise. Quelles sont les solutions qui doivent être mises en place pour que les peuples du Kivu, les peuples de Goma retrouvent la paix? Nous allons en parler tout au long de cette émission. J'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau spécial du Parlement du peuple le politologue Emmanuel Mouenge, qui est analyste politique et assistant à l'université de Kinshasa, qui nous a fait l'honneur d'être sur ce plateau du Parlement du peuple. Que je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Liévin, bonsoir à tous les Congolais qui nous suivent d'un peu partout. On m'a demandé d'être bilingue. Ah oui. Topé sa bilingue, topé sa mbote. D'abord Congolais union sur Bazola na biso na bisika union sur Bazali et na kati ya mboka to Libanda. Et je me réjouis d'être en face de vous dans ces beaux plateaux. Ouais. Et surtout après avoir suivi le bon journal présenté par cette très belle chaîne, à la déontologie unique et parfaite, et aussi l'émission précédente, bien avant le journal, qui a mis en phase 3 jeunes que l'on peut considérer parmi les élites de la jeunesse actuelle, mais qui nécessitent en même temps quelques petits retours. On doit faire un rétro-pédalage et cibler certaines choses qui ont été dites dans le besoin d'instruire, parce que c'est ça le rôle des médias. On ne peut pas laisser des propos qui n'engagent pas la science et la République continuer de dire. Les lapsus, c'est humain, il faudrait y revenir là-dessus. Dans les propos, vous avez évoqué recadrer un tout petit peu les propos qui ont été dits initialement ici. Quels sont ces propos qui vous ont intrigué? Je commence par les plus importants que j'ai entendus. Il y a mon compatriote qui était présent ici, qui a dit que Joseph Kabila a donné la constitution au peuple congolais et que c'est le père de la démocratie, le fondateur de la République. D'abord, je rappelle, c'est lui qui l'a évoqué, c'était sur le même plateau du Parlement du peuple, le juriste Dialila, qui est membre d'un mouvement politique. Il fut ex-communicateur du mouvement de Merlin-Vouvou. Et il s'est détaché de ces mouvements et il a créé son propre mouvement politique. Et Dieu merci. Alors on va revenir là-dessus. C'est quelqu'un de très intelligent. J'ai eu plaisir à converser avec lui. Mais seulement ce qui tue la République et surtout les jeunes d'aujourd'hui, c'est les ismes. Le ist kabiliste, tshisekediste, ceci. Il faudra avoir sa propre pensée et rester scientifique. Quand on dit qu'un chef d'État signe la Constitution et puisqu'il a signé la promulgation de la dite Constitution, c'est que c'est lui qui la donne au peuple, c'est un mensonge. Que vaut la signature d'un chef d'État dans la Constitution sur le plan juridique? Ça a une valeur d'un acte juridique portant sur la promulgation et non la dotation. Parce que la dotation relève du pouvoir constituant originaire, donc le peuple qui lui s'est choisi la Constitution. C'est ainsi que dans la sémantique du droit constitutionnel, on dit le peuple a adopté la Constitution et elle a été promulguée par les chefs de l'État. Et que vaut la promulgation? La promulgation, c'est juste l'obéissance à l'injonction constitutionnelle de la dite Constitution choisie par le peuple. Dans les cas actuels, en 2006, donc la Constitution de 2006, c'est l'article 229 qui disait que cette dernière, la Constitution, est promulguée lorsque le chef de l'État la signe. Donc le chef de l'État a respecté l'instruction de la Constitution qui, elle, a été instaurée par le peuple. Donc il y a conformité
à la Constitution et non dotation à la Constitution. Dans ces contextes, il n'est pas celui qui donne, il n'est pas celui qui offre cette Constitution comme si elle émanait de lui. Il respecte la volonté du souverain primaire qui lui est au-dessus de tout. Ce narratif revient très souvent dans les partis politiques ou dans les camps de Joseph Kabila. Oui. Même lui-même, Joseph Kabila, à un moment donné, a revendiqué la paternité de la Constitution, qu'il est le père de la démocratie, parce qu'il a donné la République. Discours politique émotif du Congo, la Constitution, oui. et aussi le père de la Il n'a pas donné discours politique émotif. S'il donnait, ça serait lui qui serait au référendum. C'est lui, d'abord, à l'élaboration, hein, parce que le peuple, lui, le pouvoir constituant originaire, peut mandater une assemblée constituante. Lui, au moins, ses pouvoirs. Mais ça serait lui, à l'initiative, ça serait lui, au référendum, et ça serait lui encore, pour finir, à la promulgation. Or, il n'est pas à l'initiative, il n'est pas à la construction, il n'est pas au vote. Et il n'est même pas à l'imposition. Nous sommes en démocratie. Il intervient jusqu'à l'ici. À la promulgation. Et cette promulgation lui est recommandée, exigée par la dite loi fondamentale. Donc il y a conformité à la Constitution et non dotation de la Constitution. Les narratifs dans lesquels le narratif des partisans des partis politiques est un narratif de magnificence de l'individu et c'est ça le isme. Kabiliste, il faut magnifier à l'exagération un individu. Tshisekidiste, mêmement. C'est qu'il faut être scientifique, rationnel, et c'est comme ça qu'on aide l'État, au point où le pouvoir en place peut se servir de vos pistes de solutions, peut même vous aider à vous prendre comme expert, ou encore peut vous prendre en recommandation, et même pour l'opposition, et surtout, j'insiste, l'opposition peut vous demander des éclaircissements. Rester au centre de tout quand on est jeune, c'est avoir un avis lucide, et prendre parti pour les intérêts souverains de la patrie, c'est être sage et élevé à hauteur. Donc, que les jeunes soient, par exemple, vous êtes liévin, soyez liévintiste et votre propre pensée, ne soyez pas l'esclave ou la subordination. Je conçois ma propre trajectoire à mes dessins. Oui, réfléchissez, soyez libre. Okay. C'est ça que j'ai toujours voulu pour les jeunes. Merci beaucoup. On parle du dialogue, parce que c'est un sujet qui secoue la scène politique actuellement, le dialogue inclusif, à la médiation, à l'égide de la Senko et CC. Pensez-vous qu'aujourd'hui, d'ailleurs la première question, sur l'inclusivité de ces dialogues, pensez-vous qu'aujourd'hui, on doit appeler tous ces gens qui détériorent la situation de sécurité à l'Est, Bananga, Bazana Manduki, les autres là, Bissimo là, tous les Congolais inféodés dans cette agression ou dans la rébellion, il y a moyen de les appeler aujourd'hui pour dialoguer dans ces dialogues qui pointent à l'horizon? Non, pas question de les appeler. Parce que la notion de l'inclusivité, du dialogue est à la base de la pratique politique, donc la coutume politique des gestions des crises sécuritaires au Congo, qui vise à ce que justement la crise ne se termine jamais mais qu'elle perdure. Demander à Nanga de venir, c'est reconnaître que nous sommes dans le contexte d'un conflit interne. Or nous sommes en train de défendre la thèse d'une agression. Alors, quand Nanga vient pour résoudre les problèmes sécuritaires à l'Est, ça signifie que vous êtes entre Congolais, vous donnez un argument à Kagame qui dira, finalement, ils ont fait un dialogue, ils ont convoqué Nanga, vous voyez que c'est leur problème à eux, ce n'est pas le mien. Malgré qu'il vient de reconnaître que sa vie ou le destin de son régime est lié à la situation des M23 au Congo. Et deuxièmement... Les M23 et Chine, je vais revenir. Le Rwanda aussi doit disparaître. Exact. Alors, si le M23 a existé jusqu'au jour d'aujourd'hui, cela explique comment le régime de Kigali aussi s'est maintenu. Donc, je reviens à une question. Le M23 a-t-il réellement été défait en 2013? Et là aussi, on va y répondre. Je reviens à ce que je disais. Deuxièmement, Corneille Nangaa doit avoir des revendications propres à lui. Il doit avoir son cahier des charges. Mais quand on est dans la logique d'une guerre par procuration, d'une agression, Nangaa n'a pas de langage. Prenez le rapport du groupe des experts des Nations Unies qui vous dit que les troupes, ça c'est le rapport de décembre 2025, qui vous dit que les troupes de l'FCM23 sont chiffrées à de 8 000 à 13 000 soldats rwandais. Ok? Si Nangaa doit venir ici pour discuter aujourd'hui, qu'il est prouvé que les M23, donc les soldats armés que vous voyez là-bas, sont des soldats de Paul Kagame, quelles sont les garanties que vous allez donner à Paul Kagame? Parce que ça arrangeait avec Nangaa qui est seul. On n'a jamais vu où il a fait des recrutements avant de lancer l'AFC comme il l'a lancé au Kenya, je crois bien. On n'a nulle part vu où on a recruté 2 000, 5 000, 13 000 soldats pour faire la guerre. Du jour au lendemain, on a vu un individu s'est placé sur la tête des M23. Il n'a pas de troupes. Donc, lui, l'individu, vous faites la paix avec lui, vous lui donnez ses carrés miniers comme il a toujours dit. Alors, celui qui a 13 000 soldats ici, qu'est-ce que vous lui donnez? La bonne question, c'est quelle est la concession qu'on doit faire à Kagame? Parce que la paix avec Nangaa ne résout pas la question sécuritaire.
Or, le dialogue a pour but de résorber le problème lié à la crise sécuritaire, comme nous l'a dit Ambongo. Vous comprenez un peu. Or, quand on sait que les revendications de Paul Kagame reposent sur l'appropriation des terres, donc soyez prêts à faire une concession territoriale et balkaniser le pays. Donc on ne peut pas faire ça. Troisièmement, pourquoi on ne peut pas dialoguer avec Corneille Nangaa? Mais qu'est-ce qui vous rappelle le nom M23? Le problème des Congolais aujourd'hui, c'est qu'ils ont perdu la notion de l'approche historique. Les M23 fait référence aux accords du 23 mars 2009. La question qu'on doit tous se poser, c'est qu'est-ce qui n'a pas marché dans ces accords pour que ça constitue l'objet des revendications jusqu'au jour d'aujourd'hui? Lisez l'ouvrage de Pascal Kambale et du CNDP au M23. Vous comprendrez que dans cet accord, outre les autres méfaits qui s'y trouvent, dans le point 8, de manière implicite, il y a une idée de la réorganisation du découpage territorial. Or, tout ce qui touche à l'aspect territorial touche à la notion des terres. Or, on va redéfinir les territoires sous quel label? Ce sont les terres des tels, mais qui seront gérées de manière géopolitique et géostratégique par les Rwandais. Et pourquoi ce groupe n'a jamais voulu qu'on lui déplace de la zone est du pays? Les minéraux, mais aussi la notion de terre. Donc, vous avez un groupe rebelle, d'ailleurs une armée étrangère, qui porte les aspirations et les intérêts d'un État et qui met en avant des individus. Les vrais problèmes ici, c'est un problème géopolitique parce que le M23 est un outil géopolitique. Or, un dialogue interne ne peut résoudre le problème lié à un outil géopolitique. C'est-à-dire même si aujourd'hui on peut contribuer, mais ne peut pas résoudre définitivement. Donc c'est une très mauvaise carte. Ce dialogue peut contribuer à la résolution de la crise. Ça fait partie des 3 piliers que je peux énoncer à la fin de cette émission comme piste de solution. Effectivement. Les 3 piliers se suivent et ne font qu'un. Ça, je vais le donner. Alors, il y a aussi une chose qu'il faut retenir de l'initiative du dialogue, qui est une stratégie politique très bien développée par le président. La politique, c'est tellement doux, c'est drôle à regarder. Vous pouvez prendre de popcorn et vous réjouir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a la Senko qui monte au créneau, qui veut faire le rond-point, le centre du monde entier. Voilà. S'il n'y a pas un dialogue avec nous, au centre, selon ce que nous nous proposons, le pays va sombrer dans la guerre civile. Pendant ces temps, ces bons vieux loups qu'on appelle Tshisekedi Félix observe et sourit dans les jeux politiques et dont les gens aussi à comprendre les choses en dehors de ce que les communicateurs disent. Entrons dans les jeux politiques. Voilà. Alors il réfléchit. Comment casser la dynamique Senko qui fait le tour du monde, qui propose un dialogue à l'inclusivité des rebelles. États-Unis, Champs-Élysées. Oui, il y a eu une guerre de deux narratifs, une guerre de rhétorique. Pour le président, le dialogue va être convoqué par lui et il va réunir les Congolais entre eux, sauf ceux qui ont pris les armes. Pour les autres, non. Sans eux, on ne peut pas résoudre les problèmes. Aujourd'hui, que Kagame dit que son problème, ce sont les terres et que les M23, c'est à lui. Ah, vraiment, vous allez faire de Kagame un Congolais qui va s'asseoir à la table. Alors, le président va créer le contexte du dialogue, il va anticiper. Pour ne pas subir les dialogues, il l'anticipe pour contrôler les jeux. Et il va prendre, au lieu que ce soit la Senko uniquement, les églises, puisqu'on est un État laïque. Ça casse la dynamique Senko. Voilà. Donc, personne n'est au-dessus de l'autre. On vous rappelle votre place d'une certaine manière. Tout le monde est égal. Alors, on prend au conflit aux églises, mais qui va faire le communiqué? C'est le numéro 1 de l'Église catholique au Congo, qui va maintenant s'exprimer dans le sens de « nous ne pouvons pas combattre une agression si on est désunis ». Donc, la logique veut qu'il y a deux camps. Ceux qui se défendent contre les agresseurs et les agresseurs. Or, ceux qui doivent maintenant dialoguer sont désunis, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas pris les armes. Alors, on doit faire quoi? On doit dialoguer. Elle est où la dynamique Senko du dialogue inclusif? Totalement morte et tuée par son patron, le cardinal. C'est une stratégie très politique, comme on le dit. Non, mais il n'y a pas que lui qui y a contribué, il y a même une alchimie, il y a un contexte international qui a contribué. Nous avons même vu une influence. Son ancien conseiller, Bicelé. Non, je ne vais pas citer son nom. Il ne faut pas citer les noms des gens quand je suis là. Il y a des événements qu'on ne peut pas oublier, qu'on a vu de nos yeux. Avec tout le respect que je dois aux uns aux autres, que chacun se constitue son bureau privé comme il veut. Quand vous êtes avec moi, ne citez pas les noms des gens. Restons dans la matière. On évolue. Maintenant qu'on évolue, la Senko perd son dialogue inclusif et l'opposition pro-Kabila, je ne dis pas que tous les opposants sont pro-Kabila, il y a eu des tendances. Par exemple, un opposant dont je ne citerai pas le nom, qui a estimé que le M23 doivent rester à l'Est là-bas, ils ne vont pas bouger. Ce qui va vous ramener à la phrase de Paul Kagame dans l'ouvrage, les marionnettes congolaises, je crois entre les 50 et 70, l'une de ces pages mentionne les déclarations de Paul Kagame en 1999 en 2000, qui disait « Notre problème, c'est les Interamwe ».
tant que les Interahamwe n'auront pas quitté l'Est du Congo, nous irons les chercher nous-mêmes et notre opération peut durer pendant des années et tant qu'on ne nous aura pas rétrocédé les terres qui nous ont été volées. C'est en 1999 et en 2000 que Kagame l'a dit, il y a plus de 26 ans passés. Donc vous comprenez là, par la même occasion, que la position de M23 ou des groupes armés ou le maintien de l'insécurité à l'Est lui profite. Et quand un opposant vous dit ils vont rester, comprenez les rapports qu'il y a entre tous ces mondes-là. On évolue, on arrive dans un contexte où l'opposition qui a l'habitude de se reposer justement sur l'Église, constate que cette même Église joue maintenant le jeu dans un contexte de dialogue prédéfini par le président. Donc finalement, qui a gagné? C'est celui qui avait dit il y aura dialogue, mais c'est par les contextes que moi je veux vous donner, pas dans le vôtre. Et encore pire, il va sortir l'ordonnance qui va donner les modalités d'accès au dit dialogue. Politiquement par là, c'est pas une victoire, c'est une victoire. Alors c'est un petit exposé pour décrire les faits, que les gens sachent que la politique n'est pas que ce que l'autorité morale dit. C'est aussi la façon de prendre les théories qu'on apprend à l'université, les analyser par rapport aux faits réels. Donc sur le plan de la rhétorique, le plan médiatique, maintenant quelle est la conclusion qu'on peut tirer de tout ça? Voilà. S'il arrivait qu'un bon matin l'Église catholique, les prélats de l'église catholique de la Senko ou le cardinal disent qu'on veut plus d'inclusivité, donc il faut prendre les rebelles. S'ils ne sont pas là, on ne fait pas les dialogues. C'est l'opinion publique qui sera prise en juge. Puisque le pouvoir en place dira, nous avons ouvert la porte aux Congolais, conformément aux articles 63 et 64. 63 qui explicitement dit qu'il faut que les autorités publiques se fédèrent contre l'agression. 64 qui dit de manière claire que ceux qui veulent renverser les régimes constitutionnellement établis, on doit leur barrer la route. Nous avons demandé que pour qu'on barre la route à ces gens, on doit être unis, nous les autorités publiques et les peuples, parce que ce n'est pas par hasard que ces deux articles se suivent. 63, 64. La responsabilité des autorités publiques face à l'agression et la responsabilité du peuple, on doit faire un bloc. Un bloc, voilà. Ça, vous n'avez pas ces analyses dans les autorités morales des peuples. Pour venir sur le plateau, il y a des scientifiques. Alors, nous, on a fait ça avec vous. Maintenant qu'on a décidé de faire ça, eux là-bas ils demandent que les agresseurs viennent. Donc finalement il n'y aura plus de camps. Ils ne veulent pas du camp des gens qui se battent contre l'agression, mais ils veulent des gens qui fléchissent face à l'agression. Et l'opinion publique se retournera contre eux. Et quand l'opinion publique est contre vous, même étant l'église la plus ancienne au monde, vous ne pouvez pas mobiliser et vous n'avez pas de poids. Le jeu politique, c'est un jeu de pression. Or, le peuple, c'est un facteur de pression. Quand le peuple n'est plus avec vous, il n'y a plus de légitimité sur le plan religieux. Donc, c'était une très belle stratégie bien contournée. Maintenant, le mal serait que le démon entre dans cette histoire, c'est-à-dire les démons, ce sont les mauvais conseils, les mauvais conseillers qui ont une partie prise pour la sous-région. On en a vu un qui a rejoint le Rwanda. J'ai expliqué sur ces plateaux ici, qui a rejoint les M23, qui a essayé de jouer les pacificateurs. Le même scénario que souvent la RDC ou que le consultation, le fameuse consultation dont on n'a jamais vu le compte-rendu, qui a essayé de jouer les pacificateurs. Et un homme comme ça qui était ambassadeur, représentant du chef de l'État, dites-vous qu'il y en a encore qui peuvent rester. Le mal serait que ces derniers disent non, écoutez, il faut inclure les autres. Là, nous revenons au scénario de 2009 qui va consacrer désormais la pratique politique du dialogue après-guerre pour se retrouver dans les mangeoires. Donc, le dialogue va devenir, comme ça a toujours été, une machine à laver. Le dialogue en période de crise, d'agression, une machine à laver qui a pour but de laver tous les linges sales, même les linges tachés de sang. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Si on fait ça, tout le monde va suivre l'exemple de Daniel. Ça fout quand on est politique. On rejoint une rébellion, on va négocier, après on va revenir au pouvoir. Donc c'est ça la mentalité des hommes politiques qu'il faut éradiquer. C'est comme ça que vous ne verrez jamais M. Mouwenge et Elie Emmanuel adhérer dans un parti ou suivre l'autorité morale sans qu'il soit sûr. Lors de sa matinée politique animée le week-end dernier, Augustin Kabouya, alors secrétaire permanent de l'IDPS, qui est même membre du présidium de la famille politique du président de la République Union Sacrée, a dit il est prêt à sacrifier sa vie pour qu'on aboutisse à l'initiative du changement de la Constitution. Le dialogue s'annonce à l'horizon. Et se pointe à l'horizon, comme on dit souvent. Pensez-vous que toutes les parties, lorsqu'on convoque le dialogue, toutes les parties prenantes viendront avec leurs amendements? Pensez-vous qu'aujourd'hui, l'Union Sacrée peut venir avec son amendement selon lequel il faut qu'on associe le changement de la Constitution aux assises de ces dialogues ou aux négociations dans ces dialogues? Je crois que le ministre de la Communication et Médias a été explicite, non, sur les matières qui doivent être débattues dans les dialogues. Je crois qu'il a fait mention aussi du changement de la Constitution, mais l'opposition en soi a donné un ultimatum jusqu'au 15 août. Ils ont dit que s'ils n'ont pas de garanties, sur le changement de la Constitution, que le pouvoir leur dit des garanties qui montrent que le pouvoir va abandonner cela, alors ils vont reprendre leur marche.
Et certainement, je ne crois pas qu'ils vont vouloir participer. Ça, c'est une frange de l'opposition. Mais moi, je peux vous dire que M. Denis Mukwege va y participer. Déjà, ça, c'est ma conviction personnelle. Pourquoi? Dans la communication de chaque opposant, j'ai cité un qui disait que les M23 doivent rester, un acquis à Kagame. Il y a des opposants qui ont un langage différent des autres. Par exemple, Mukwege qui vous dit, on ne peut pas faire un dialogue avec des agresseurs. On peut se parler, mais sa seule condition, c'est qu'on respecte la justice transitionnelle. Celui qui a tué doit répondre. Très bien. Alors lui, il serait favorable de débattre sur cette question des changements autour d'une table. Mais ici, les opposants veulent une garantie. En même temps, quand M. Kabouy a dit qu'il est prêt à donner sa vie, il se sent patriote quand il le dit, c'est quitte à lui de savoir ce qu'il dit. J'ai toujours détesté le nom des gens, mais puisque vous avez introduit le secrétaire général du DPS, il faudrait que lui aussi dise pourquoi il veut changer. Il doit être persuadé. Il doit avoir une raison. C'est aussi ça, quand j'ai critiqué les discours de la majorité et la mouvance présidentielle. L'UDPS a réclamé que l'on change de constitution depuis des années. Ils ont même prévu de le faire quand ils auront le pouvoir. La constitution, elle a été promulguée en 2006. Ok? Si vous comptez jusqu'en 2026, ça fait 20 ans. Pendant 20 ans, où est le projet que le parti, je m'adresse au parti UDPS, de constitution qu'ils ont produite? C'est ça aussi le problème. Moi, mon souci, c'est quoi? Je sais qu'on n'atteindra jamais 100% de conformité entre la théorie académique et la réalité de la sociologie politique. Mais c'est comme la démocratie, c'est un idéal. Et tout le temps, il faut se battre pour l'atteindre. Le niveau, c'est battons-nous et faisons des efforts nécessaires. On quitte de 40 à 50%, 55% même si on n'atteindra jamais 80-90%. Vous avez eu 20 ans. Il y a des professeurs tels que Boniface Kabissa qui ont construit plus de 40 articles pièges dans la Constitution qui motiveraient le changement. Il y a même des opposants qui ont fait de quoi réviser la Constitution. Mais il fallait avoir ces projets. Parce qu'on va dialoguer, les forces politiques seront là. Quelle est la contribution du DPS? Contribution de l'Union sacrée. Quand on aborde un débat politique, il faut l'aborder avec un sens rationnel. Voilà. Apporter des raisons. Je suis d'accord qu'on soit prêt à donner sa vie pour que le peuple se choisisse, parce que c'est le peuple qui va choisir s'il doit changer ou pas. Mais on doit avoir des arguments. Moi, j'ai mes arguments. J'ai toujours été favorable à ce que l'on change ou qu'on révise, et surtout ces derniers temps pour qu'on change. Surtout pour la question identitaire. Oui, j'étais dans ces plateaux, j'ai donné mes articles à problème, je me suis inspiré de ce que les autres ont fait comme travail, et pas les autres ne sont pas des idiots, ce sont des professeurs d'université, des grands scientifiques qui ont fait des recherches, et mon expérience personnelle dans le dossier. Alors, il faut avoir un contenu en tant que famille politique, pas seulement dire que je suis prêt à donner ma vie pour aider le chef de l'État à faire son travail. Si c'est l'ambition de l'UDPS, l'UDPS est une machine politique, le parti a un programme. Et je le disais même à un aîné de l'UDPS, il dit, vous avez eu 20 ans, où est le projet de constitution que vous avez prévu de changer? Ça, c'est très important. Alors, la constitution, son changement dépendra de la volonté souveraine du peuple. Et quand on demande une garantie, si on ne doit pas changer, c'est demander à la mauvaise personne, parce que ce n'est pas un régime qui va changer une constitution, c'est pas du tout le régime, c'est le peuple. On venait de dire ici qu'il y a un kabiliste. Ça, c'est le même jeu que les kabilistes qui disent Kabila a donné la constitution. C'est faux. C'est le peuple qui va l'adopter. Et d'ailleurs, au Chili, par exemple, il y a eu un référendum. C'est presque le même processus. Les gens n'aiment pas la politique internationale, les gens n'aiment pas lire. Le Chili va avoir un dialogue entre les forces politiques différentes qui vont s'entendre. Je crois, non, le Venezuela. Le Chili ou le Venezuela? Non, je crois le Chili en 2022. Okay. On va s'entendre sur la construction d'une nouvelle constitution. Le processus fera en sorte qu'il y aura un référendum. Mais la nouvelle constitution sera rejetée par le peuple. Vous comprenez? Les forces politiques étaient d'accord qu'on doit composer avec une nouvelle constitution. Mais la mésentente va naître et d'autres forces politiques vont se rallier et battre campagne auprès de la population pour qu'on vote. Et ils vont rejeter. OK? Donc, la personne à qui il faut dire on ne veut pas que vous changez, c'est le peuple. Et comment l'opposition se comporte en matière de changement de constitution? Mais l'opposition bat campagne contre un nouveau projet de constitution. C'est ça. Or, l'utilisation de cet argument que vous allez abandonner les changements de constitution, c'est une utilisation stratégique qui vise à avoir des assurances que 2028, les mandats s'arrêtent, on va prendre. Parce que l'opposition du Congo n'est concentrée que sur la conquête du pouvoir et son exercice. Et malheureusement, c'est cette opposition qui arrive une fois au pouvoir et qui se concentre que sur la conquête du pouvoir et son maintien. Comprenez un peu. La conquête et le maintien n'est pas la conquête et le social. On peut tout faire
changer de majorité, rallier des gens. Mais si on ne sait pas s'entourer de personnes qui peuvent contextualiser un bilan social, c'est compliqué. Notre intérêt quand on vote, c'est que la personne fasse le travail comme il se doit. Je ne dis pas qu'actuellement on ne fait rien. Il y a quand même des choses, il faut être sorcier pour ne pas reconnaître. Mais du moins, ce n'est pas un mouvement qui est dans la mentalité de tous les acteurs politiques du pouvoir. Malheureusement, il n'y a qu'à voir les scénarios avec Kassomo Kabwik, quand il commence à travailler en retard, et on sait pourquoi. Kassomo Kabwik aussi, vous l'avez évoqué, la question de Kassomo Kabwik, l'assainissement de la ville de Kinshasa. Pensez-vous que le service national va réussir là où les autorités civiles avaient échoué? Oui, c'est déjà un fait sur le plan de la salubrité, mais quels sont les moyens? Quelle est la politique? Le problème du Congo, c'est le plan. La planification dans une politique publique est très nécessaire. Elle a été très mal planifiée. Je le dis, j'assume. Le service national a mal planifié la politique d'assainissement. Pas que le service national, le gouvernement. La politique d'assainissement, c'est une politique qui prend en compte les recyclages de déchets, la transformation des déchets. Ce sont deux facteurs très importants. Les recyclages remet au circuit de la consommation. La transformation peut générer des profits à l'État, créer même de l'énergie. Oui. Vous voyez comment on prépare une politique. Et dans cette notion, il peut même avoir la notion fiscale que vous allez incorporer à l'intérieur. Par exemple, tu as bois qui bilok ou le principe de pollueur-payeur, il peut payer des impôts et taxes. Mais nous, on a fouetté des gens. Ça, c'est sur le plan sociologique, ça donne une psychose, une peur. Il y a certains observateurs, qui dénoncent. Oui, mais même moi, je dénonce. Mais vous savez, être scientifique, c'est pas facile. Vous êtes départagé entre la rationalité et la subjectivité. Sur le plan subjectif, quand moi je vois la rue très propre, je souhaite qu'on fouette encore les gens. Parce que moi-même, je mets des chiffres dans les sacs. Mais quand je dois réfléchir, j'étais à la rue et similaire à quelle infraction qui prévoit comme sanction le fouet. C'est aussi la question, vous voyez un peu le problème. Alors, c'est ça quand je dis la planification. On devait prendre en compte même le mécanisme légal de fiscalisation d'une infraction ou, je ne sais pas moi, d'une pénalité de jet des déchets. Parce que vous êtes en train de détruire la ville, vous devez payer des impôts, des taxes. Créer le schéma fiscal pour que l'individu qui a jeté, en payant son argent, arrive à la caisse de l'État. Tout ça, ce sont des choses qui sont dans la planification. Vous savez combien d'usines de recyclage de déchets? Quel est le schéma de recyclage de déchets dans toute la ville? Ça va où? On jette où? Mais bizarrement, vous passez à 22h, on a rempli des saletés juste au bord du boulevard, les vents vont venir emporter des mains, les gens répètent, ou encore on jette dans des caniveaux. C'est pas la même solution. Les grands camions qui prennent, ils déchargent où? Là où il y a des érosions, ok. Mais dans ces déchets, il y a de quoi produire de l'énergie. Il y a même l'actuel gouverneur qui disait on va produire l'énergie. Tout ça, ce sont des discours. Contextualisons. Au lieu de dépenser de l'argent pour de grosses dupes, et mettre des vitres fumées quand les gens vous voient. Vous êtes la physique. Quand on venait à la campagne, on vous voit, on fait mais quand on a les pouvoirs vite fumés, ça roule à vive allure. La nuit, il y en a même qui volent quand la sonnerie fait. Déjà un oncle à moi qui disait, c'est une parenthèse que j'ouvre, quand un véhicule de dirigeant passe, lui il disait, on a qui sonnerie, nandenga oli mosoka yibaga sonnerie ça moyebi. Tu vois, au lieu d'investir autant dans la stature des institutions, dans les trains de vie, au lieu de prendre ce qu'il ne faut pas prendre pour ceux qui volent en tout cas, pourquoi ne pas asseoir une politique définitive qui fait en sorte que les déchets se gèrent avec ce que je viens de dire, le recyclage et la transformation, ça va créer des emplois. Pourquoi ne pas imaginer même comment joindre il y a plus d'1 million de taxis, motos et des véhicules qui circulent dans la ville de Kinshasa qui par jour, pour les motards, payent 500, les bus et les véhicules payent 1000 francs. Si vous multipliez par 5 jours la semaine, derrière un seul jour, ça vous donne des milliards. Et ça, non? Pourquoi ne pas prendre cet argent-là, prendre à moitié et dire par exemple que 25% de cet argent vont contribuer à la création ou au renforcement de la politique nationale d'assainissement pour créer un service avec ces industries de recyclage, ces industries de transformation de déchets, et l'argent va payer le personnel qui va travailler là-bas. Est-ce que ça c'est compliqué? C'est pas compliqué? Les ETD ont cette autonomie-là. D'ailleurs, au lieu que les services nationaux seulement viennent, ils ont le droit de venir aider. Mais l'ETD pouvait créer son propre service avec cet argent. Parce que les ETD ont été... ils ont cette autonomie financière de gestion. Ils peuvent faire ça. Le problème, c'est que quand vous avez des gouverneurs qui ne sont concentrés qu'il faut quota et autant de députés, il faut qu'on bloque mention, même les bourgmestres, c'est pire encore. Voilà comment quand le professeur Godin peut y parler de la centralisation du schéma fiscal, il avait raison. Si on trouve un seul schéma pour redistribuer ensuite tel pourcentage là-bas, ça peut arriver. Ces plateaux que les bourgmestres aujourd'hui sont chargés de la célébration des mariages. Ils ont renoncé à certaines charges de leur municipalité. Et pire encore, ils marient même des gens qui sont mariés légalement ailleurs. Vous avez quel fichier d'identification des mariés?
Il va se marier dans une commune, il vient encore se marier dans une autre. La numérisation aussi pose problème. Le pays des défis, qui a besoin des intelligences, mais malheureusement, le clivage politique nous amène des affinités émotionnelles, tribales, familiales, tout ça. Et c'est pas aujourd'hui que ça a commencé depuis que le Congo est Congo. Vous avez eu des sécessions au nom de la tribu qui voulaient conserver le pouvoir que dans une tribu. Vous avez eu des gens qui sont morts, chassés à travers des trains et toutes ces histoires-là. Donc, c'est un pays à refaire. Nous progressons déjà vers la fin. Entamons brièvement la question ici de l'insécurité à l'est du pays. À l'issue des accords, tout le monde s'attendait à ce que tout le monde s'attendait à ce que les choses changent. Les lignes bougent un peu après la signature de l'accord que nous avons signé récemment avec le Rwanda aux États-Unis. Mais pourquoi la paix a du mal à revenir à l'est du pays malgré les accords signés? Je rappelle. Par la grande puissance qui a joué la médiation de ces accords. La guerre de l'Est est une guerre de l'économie géopolitique, l'économie du monde. C'est pas une guerre et tout ça. Et donc les réalités qui bloquent l'exécution de l'accord de Washington, ce sont les mêmes réalités qui ont conduit à la signature de l'accord. Il y a un volet économique dans cet accord, n'est-ce pas? Il y a un volet économique. Très bien. Posez-vous la question, pourquoi pour la paix à l'Est, il faut signer un accord économique? Ce qu'on appelle les États-Unis, c'est une grosse machine capitaliste. Vous avez le pouvoir politique d'un côté, et en dessous de table, la base, la fondation derrière qui soutient le pouvoir politique, c'est la base économique. Ce sont les entreprises, les multinationales. Ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Oui. Ces mêmes entreprises sont les vrais gestionnaires des États-Unis. Quand, par exemple, l'Amérique s'attaque au Venezuela, l'Amérique va faire une réunion après avoir enlevé Maduro avec les grandes entreprises d'investissement dans les secteurs pétroliers. Dont le procès ne s'est même plus entendre en question. Oui. Mais pour leur montrer, voici comment on va procéder. Pour rassurer les dites entreprises que vous pouvez investir sous notre sécurité. La même chose parce qu'il fallait sécuriser d'abord les réserves des États-Unis qui se trouvent dans sa zone de confort, sa zone géopolitique de contrôle, donc là où il y a son État. Et après, maintenant, faire la guerre au reste du système du pétrole du monde à travers les détroits d'Ormuz. Donc, on a une réserve pour nous et on doit contrôler les marchés internationaux. Tout est économique ici. Et ce sont ces grandes entreprises qui guident, qui décident. Pour le cas du Congo, je vous montre que ce sont les réseaux économiques qui font que la guerre n'a pas encore pris fin. C'est-à-dire, les grandes entreprises et les multinationales continuent de prélever leurs intérêts sur la guerre et ça donne beaucoup de profits. Et les autorités politiques de là-bas font un lobby pour les convaincre. Prenez les cas des entreprises qui utilisent le coltan en masse. Et la République démocratique du Congo exporte plus de 60% du coltan que vous trouvez au monde vient de la République démocratique du Congo. Je vous prends le cas des Dell. Voici les statistiques qui nous sont confiées par le Dell Technologies Delivery Routes et des Fiscal Results of Dell Technology. Donc les résultats fiscaux de Dell pour l'année 2026. On vous dit que Dell a atteint pour ses produits fabriqués à base de coltan la recette de 113 milliards pour le premier trimestre de son chiffre d'affaires, qui équivaut à soit une augmentation de 19% de plus que le trimestre de l'année dernière. Vous prenez encore Tesla. On vous dit que pour Tesla, son premier trimestre, toujours américaine. On vous dit pour Tesla, et d'ailleurs encore dans ces entreprises américaines, il y a des actionnaires dans l'ombre comme des Tesla d'ailleurs qui est l'entreprise d'Elon Musk. Oui, il y a des entreprises telles que BlackRock qui détiennent des actifs dans toutes ces entreprises qui sont encore au-dessus des gens comme Elon Musk et tout cela. Elon Musk, c'est un l'homme le plus riche de la Terre, mais c'est pas l'entreprise la plus riche parce qu'il y a des entreprises plus riches que Tesla et lui-même. Par exemple, BlackRock, ça c'est encore une longue chose. On dit pour le premier trimestre, pour Tesla, c'est 24 milliards de dollars, soit une augmentation de 16% par rapport au trimestre de l'année passée. Des bénéfices de produits fabriqués grâce au coltan. Et si on continue comme ça, vous allez trouver. Maintenant, quel est le rapport avec le Congo? Ce coltan vient du Rwanda. Or, eux n'achètent pas directement au Rwanda. Ils partent dans des entreprises de fondage pour faire la fondue du minerai et du raffinage. Maintenant, suivez les détails qui vont plaire aux Congolais sur les entreprises qui fournissent à ces gens le coltan envoyé par le Rwanda pour qu'ils puissent faire fondre et raffiner. Première entreprise, vous avez Ningxia Orient Tantalum, OTIC, entreprise chinoise. Vous avez Zhuozhuang Tambré, chinoise toujours Corporation, entreprise chinoise. Vous avez encore Zhuliang Zonggao, Tantalum, Nobium, chinois, Eximei Resources,
qui sont aussi chinois, sont parmi les entreprises de fondue qui fournissent à ces entreprises américaines. Donc, il y a comme une complicité entre entreprises sur ces concepts-là. Ils prennent le coltan, ils raffinent. C'est comme ça qu'à un moment, les rebelles de l'Est, notamment Joseph Kabila, vous parlez de la soudanisation. Le même contexte de confrontation d'intérêts géopolitiques entre la Chine et les États-Unis, le bloc communiste chinois et le bloc occidental américain, dans la question du Soudan, après la chute du mur de Berlin et la redéfinition de l'ordre dans la sous-région africaine, les Chinois vont aller, avec les communistes russes, s'implanter dans le Soudan pour exploiter. L'Amérique suivra. Et c'est cette confrontation qui fera en sorte que il est, après des assises, une guerre de longue durée et négociation pour la cession. Finalement, on ne peut pas se faire la guerre. Or, quand les Chinois tirent leur intérêt en raffinant et en vendant, parce que les Chinois dépendent du marché américano-européen, en vendant les mêmes minéraux, c'est qu'il y a une chaîne d'approvisionnement où les grandes entreprises de tous les blocs sont complices à l'intérieur. Il faudrait maintenant que la décision des politiques puisse convaincre des entreprises pour que les choses aillent vite. Maintenant, quelles sont les politiques? Quelles politiques? Les politiques américains qui ont signé l'accord, il faudrait les rassurer que le meilleur schéma, c'est de passer par la grande porte. Maintenant, qu'est-ce qu'ils attendent pour qu'ils n'aient... Voilà la bonne question. Maintenant, qu'est-ce qu'eux doivent faire? Il faudrait, tout dépend du comportement que va adopter l'État congolais devant eux. Parce qu'ils vont vanter l'État congolais pour rassurer qu'il est beaucoup plus sécuritaire d'investir de manière légale auprès de l'État. Vous devez montrer des signes d'unité et de cohésion, c'est-à-dire un renforcement du régime. Et ce que Félix vient de faire. Tous se raccordent. Oui, parce qu'on ne peut pas dire de vous, on va vous dire, vous êtes instable, votre opposition veut votre départ, vous êtes affaibli, et tout. Alors, il fallait casser cette dynamique et ces rythmes-là très rapidement. C'est le jeu politique, Alors, il va falloir que le pouvoir qui est chez vous montre des signes de stabilité, c'est-à-dire, il est capable de contenir les crises politiques et les tensions politiques. Voilà. Un dialogue de l'unité nationale. Deuxièmement, vous devez, ça c'est à l'interne, fédérer votre peuple contre l'ancien système pour qu'eux arrivent à convaincre ces entreprises et dire non, un peuple uni face à ces systèmes, ça va nous amener les scénarios du Sahel, des pays du Sahel. C'est très dangereux. Ouais. Ok? Parce que quand vous allez renoncer à ces systèmes, ils sauront que tant que le peuple est vivant, on ne peut pas tuer 100 millions de personnes, ça sera impossible d'exploiter. Et le Rwanda se ferait écraser très facilement. D'où le fait de fédérer tout le monde derrière le contexte de l'agression pour qu'on montre que c'est un système qui est dévoilé, vomi, on ne peut plus y continuer. Pour rester dans l'anonymat, on doit passer par les facteurs de l'État. Et c'est vrai que si on entre dans les systèmes modernes, vous ne verrez jamais ces entreprises-là, les responsables, être suffisamment jugés, condamnés. Non, on va faire table rase, on va effacer. Un peu comme dans l'accord FCC-Cash, on oublie toutes les... tant qu'on est en bon terme. Quand l'autre fait des bêtises, il va à la rébellion, on sort les cadavres. Voilà, jeu politique, très politique d'ailleurs. Les brancards s'ouvrent. Troisièmement, il faudrait renforcer vos capacités militaires contre toute éventualité. Voilà. Parce que la pression sur le terrain peut faire comprendre aux autres que la résistance ne sert à rien et qu'on risque de tout perdre comme ça, parce que si les militaires prennent le contrôle, celui-là qui a le monopole n'a plus besoin qu'on remette la paix et ça ne sera plus nous qui avons défini les contextes de paix et c'est un grand danger. Le contrôle du chaos est très nécessaire. Donc si vous avez réussi à stabiliser votre pouvoir, votre régime, c'est-à-dire vous avez réussi à contenir les tensions politiques internes. Deuxièmement, vous avez réussi à ramener le peuple à côté de vous, le fédérer contre un seul ennemi. Troisièmement, renforcer les capacités militaires. Vous êtes un État qui s'assume et qui a choisi d'opter pour un autre système. Quatrièmement, peut-être l'assainissement de la gestion des finances publiques. Très important. Donc, mettons 4 piliers. Des ressources parce que déjà, l'accord sur le plan économique va acquérir des investissements étrangers. Vous voyez quelle entreprise américaine venir investir là où il sait qu'il y a des détournements. La crédibilité compte aussi. Effectivement. Donc, il n'est pas trop tard, on peut faire ça. Donc ce sont les 4 piliers nécessaires pour aider au lobby maintenant qui vous aide avec l'Amérique de résoudre le problème pour vous très rapidement. Et c'est comme ça que vous voyez que rapidement on anticipe un dialogue, on fait tomber les gens dans les pièges, on casse les tensions politiques, on veut fédérer les peuples. Après, pour les mesures militaires, ce que moi je propose maintenant, c'est quoi? C'est qu'on doit, tous ceux qui ont été brassés, mixés par le CNDP, le RCD, parce que le RCD, c'est à travers le papa de toute la bêtise qu'on a aujourd'hui, qu'on appelle Sun City dans le chapitre 2, qui a dit restructuration des facs, donc inclusivité des milices et des groupes armés. J'avais dit qu'on allait être bilingue, Seigneur. Alors, dans ce mécanisme, tout celui qui a été brassé, mixé, doit être délocalisé. 1, de la zone d'opération, il ne doit plus commander. 2, des renseignements, il ne doit plus être dans les circuits des renseignements. Plus de nomination. Finalement, 3, dans les ravitaillements ou dans la logistique militaire, puis dans l'achat des armes. Parce que quand ils le font, et qui ont travaillé avec les copains qui sont dans la rébellion, tiens, CH4,
pour combattre, il faut telle machine. On vous envoie la liste. Ça serait et démobiliser ces gens ou les affecter dans d'autres responsabilités. Envoyer-les au service national, envoyer-les à Kassangoulou, envoyer-les chez moi au Kouilou là-bas, envoyer-les un peu partout. Donc, essayer de faire ça petit à petit, ça serait une très bonne chose. Et je demande qu'on remette Kacha Maluboya qui prenne la tête de l'armée. Pour moi, c'est ma proposition. Kacha Maluboya prenne la tête de l'armée. Je préfère parce qu'il a donné des très bons résultats à Nitouri. Vous savez ce que c'est l'Ituri avec les ADF? Les massacres multiples. Mais c'est une zone de tension que les gens ont souvent négligée pour privilégier l'espace Kivu. Mais Ituri, c'est un danger. J'ai eu un père, 2018, mon défunt père, qui a travaillé pour la MONUSCO plusieurs fois dans la pacification de zones de crise et de tension à l'Est. Très connu à la MONUSCO, si vous partez, vous cherchez Mouing et Sambo-Augustin, on vous dira qui il est. Un grand homme qui tout le temps nous apportait les rapports que faisait la MONUSCO sur le massacre à Nitouri. Là-bas, c'est la jungle. On tue, on massacre. Mais lui a réussi à stabiliser. Alors, un homme comme ça mérite d'être dans les opérations en temps de guerre. Moi-même, je n'ai pas compris pourquoi il a été démis de ses fonctions. Il n'est pas trop tard. Le président a toujours son mandat en cours, donc tout peut arriver. Ce que moi, je demanderais, c'est qu'il aille ces messieurs, que des gens comme Constant Ndima prennent plus de responsabilités aussi. Oui. Et vous voyez, il faut mettre en valeur les héros comme les Kassongo Kabouik aussi qui font le travail. Mais je demande qu'on arrête de fouetter les gens, qu'on trouve un schéma fiscal, qu'on mette un schéma fiscal pour que la sanction soit l'impôt et qu'on sécurise ces schémas-là. Tout ce qu'on a dit ici, c'est de la matière. Qui veut prendre, qui veut laisser. Nous faisons tout pour être les meilleurs exemples que la jeunesse peut prendre, pas les gens du isme, de East là. Non. Merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin. Nous sommes déjà à la fin de notre échange de ce soir du Parlement du Peuple sur ce plateau spécial où nous avons évoqué la question de la crise sécuritaire à l'Est, mais aussi nous avons parlé chemin faisant sur l'insalubrité de la vie de Kinshasa avec cette responsabilité qu'a la task force du service national conduite par Oscar Kasongo Kabouik, si vraiment effectivement ce service national pérécir là où les autorités civiles ont échoué. Parce que vous le savez, Gentili Ngobila est passé par là, Daniel Bumba aujourd'hui tenté de survoler au-dessus de l'insalubrité à Kinshasa et aujourd'hui, Kasongo Kabouik est là. Votre mot de la fin sur ça avant qu'on je vais conclure en devoir de mémoire. Joseph Kabila nous dit les M23 portent les aspirations du peuple. Ok? Son camp politique va battre campagne en cascade, les aspirations du peuple et tout. Et quelques-uns de ses copains. Aujourd'hui, Kagame nous dit faire disparaître les M23, ça serait une conséquence logique de la disparition de son régime ou du Rwanda. Quel est le rapport entre le Rwanda et les M23? Donc, les M23 défendent-ils les aspirations de la République démocratique du Congo, du peuple congolais, ou les aspirations du régime mono-ethnique tout rwandais? Qui dit la vérité? N'est-ce pas celui qui est reconnu à la paternité de ce groupe? Et donc, quand on nous dit que les M23 sont l'aspiration du peuple, ce n'est pas le peuple congolais, c'est le peuple rwandais, touti mono-ethnique, acquis à la logique de Kagame, parce qu'il y a des Tutsis qui ne sont pas acquis à sa logique, qui existent et qui sont d'ailleurs en exil, qui ont fui. Et je comprends pourquoi le groupe qui nous dérange à l'époque s'appelait CNDP, Congrès national pour la défense du peuple. Tout est pour le peuple rwandais dans la logique kagamiste. Et donc les M23 ont toujours été le serviteur du Rwanda. Et tout accord qui s'est fait avec eux a été des accords au service du Rwanda, tel que l'accord de Kigali, qui a été fait pour que le gouvernement congolais verse, et qui a d'ailleurs versé 195 000 dollars chaque mois au CNDP pour que celui-ci traque des Hutus dans l'intérêt de Kagame, dans l'ouvrage de Pascal Kambale du CNDP au M23. Aux intérêts les M23 où sont dans les aspirations du peuple rwandais, c'est vouloir légitimer ou habiller l'hypothèse selon laquelle Joseph Kabila serait en lien patent avec les Rwandais. Il est en lien patent. Nous qui avons lu, on est différents des ignares qu'on écoute dans les partis politiques, on les donne la logique de réfléchir. Il y a toujours été et lui-même est arrivé au pouvoir grâce à ses copains d'en face. Et je signale aussi au peuple congolais que ceux qui ont l'habitude d'apprécier mes humbles interventions, que nous allons lancer notre propre plateforme appelée les Rassemblements Souverains. Ce n'est pas une plateforme qui a pour objectif de crier « On est jeunes, vous ne nous considérez pas, donnez-nous des postes ». Ça, c'est la bêtise. Ce n'est pas l'âge qui donne le poste. C'est ce que vous apportez pour la construction d'un État solide et fiable. Nous allons amener, pourquoi
pourquoi cette plateforme-là, les enjeux se jouent, il faut une réelle voix de la jeunesse. C'est quoi la voix de la jeunesse? C'est cette voix qui est capable de dire les choses, pas d'abord pour avoir un poste et se satisfaire, ou encore créer une marche, une tension. Quand vous filmez avec les policiers, ça va créer ou susciter l'attention du pouvoir politique d'y amener les fonds de bruit. Non, on va pleurnicher comme des bébés, on viendra un expert. L'université nous sert à quelque chose, on va offrir notre vision dans cette organisation-là. Et nous lançons aussi un appel à toutes ces personnes qui vont vouloir nous soutenir dans la construction du Rassemblement souverain. Ces personnes sont les bienvenues. Chez nous, il n'y a pas, tu es leader d'un mouvement, tu viens entrer, on te met au présidium. Qu'est-ce que tu apportes? Même si tu draines 1000 personnes avec toi, amène-nous ta contribution pour toutes les questions de la République, selon ton domaine d'expertise. Tu es dans le numérique, qu'est-ce que tu peux faire pour la numérisation de l'administration publique? Et on va construire un programme ensemble. Voilà. Un courant politique dont vous êtes vous-même président? Non. Je suis membre du Haut Conseil du mouvement. Ça va être notre organe qui sera au-dessus de tout. Si on met conférence des présidents, on va mettre en valeur que ceux qui ont des associations. Merci je suis l'un des membres du Haut Conseil. Je ne suis pas le président. Je n'en serai pas le président. Merci beaucoup. Merci de nous avoir honorés, d'être sur ce plateau du Parlement du Peuple. Mesdames et messieurs, merci aussi de nous avoir suivis. Restez branchés sur les antennes de Social Télévision, mais aussi partagez massivement nos différentes vidéos, les liens de notre plateforme, de nos différentes plateformes numériques pour ne rien manquer de nos programmes sur ce plateau du Parlement du Peuple, mais aussi sur cette chaîne mère de Social Télévision. À très bientôt pour un nouveau numéro. Restez branchés sur cette même fréquence, j'allais dire. Merci beaucoup, à très bientôt.